out! Bonjour à tous et bienvenue au Hall of Shame. On se retrouve ici pour un nouveau podcast et une nouvelle analyse tactique. Cette fois, on part du côté de la série opposant les Los Angeles Lakers aux Denver Nuggets. Si la dernière fois, au sujet des Nuggets, on s'est beaucoup intéressé à Jokic, cette fois on va se focaliser sur les Lakers. Donc les Lakers, cette franchise mythique, la deuxième à avoir gagné plus de fois le titre NBA, était en difficulté depuis 7 ans, jusqu'à l'arrivée de LeBron James qui a totalement changé ses objectifs. Si l'équipe était en totale reconstruction autour de jeunes, aujourd'hui l'effectif n'a jamais été aussi proche d'un retour au sommet et au titre. Pourtant, lorsqu'on regarde cet effectif, on peut le trouver assez atypique. Il y a très peu de joueurs extérieurs, très peu de shoot à 3 points, et c'est une équipe qui joue beaucoup avec des grands, avec des pivots. C'est quelque chose dont on n'a plus forcément l'habitude à NBA actuellement, et c'est pour ça que j'ai voulu m'y intéresser et vous en parler aujourd'hui. En effet, Los Angeles veut jouer grand, veut jouer haut, veut jouer proche du panier, mais pourtant c'est pas réellement différent des autres équipes, et ça rentre totalement dans le cadre de l'analytics en basket, c'est-à-dire d'utiliser les stats pour utiliser au mieux les différents types de tirs et d'actions actuels. Donc déjà, pour parler des Lakers, pour parler de l'effectif actuel et de pourquoi ils en sont là, c'est intéressant de voir comment cet effectif a été conçu. D'où est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce qui les a poussés à prendre ce chemin-là. Donc les Lakers, c'est une équipe qui, tout le long de la dernière décennie, avec la fin de Kobe Bryant, est beaucoup en reconstruction et en grosse difficulté dans le jeu. Ils se concentrent sur des choix de draft en cherchant à obtenir des joueurs à fort potentiel, jusqu'à l'arrivée de LeBron James en 2018. Alors là, il y a un changement total de philosophie, et donc il n'y a plus de place à la reconstruction. LeBron James est déjà âgé, il a 33 ans, et donc il n'y a plus tout de temps à perdre si on veut jouer le titre. C'est donc un gros défi de construire autour de LeBron James, pour Magic Johnson, le directeur sportif à l'époque. Donc LeBron James a des qualités très claires, très bien identifiées par les différents general managers qui l'ont eu jusqu'à là. C'est un très bon slasher, c'est-à-dire que c'est un excellent joueur dans l'attaque du cercle, ballon en main, et c'est un excellent passeur. Mais plus qu'un simple passeur, c'est un très bon passeur sur jeu placé, sur jeu statique. La logique va donc être de prendre un maximum de shooters tout autour de lui et de l'entourer avec systématiquement 2-3 shooters autour de lui. Donc c'est ce qu'ont fait Miami, puis Cleveland. L'objectif est donc de créer un maximum d'espace pour lui permettre de pénétrer et d'optimiser au maximum sa capacité à passer sur les joueurs extérieurs, même sans mouvement. C'est une solution assez facile qui permet d'obtenir des résultats tout de suite, sans perdre de temps. Mais LeBron James est un joueur vieillissant. Il peut de moins en moins attaquer le panier, ou il est encore très fort physiquement, mais sur la longueur ça commence à devenir compliqué, et donc l'idée de Magic Johnson va être de l'entourer de créateurs. C'est comme ça qu'il va donc signer Rajon Rondo, Lance Stephenson, et puis utiliser beaucoup plus Lonzo Ball. L'idée est donc de le reposer avec d'autres joueurs qui peuvent créer pour que lui se focalise uniquement sur ses qualités au poste ou ballon en main pour attaquer le cercle, mais qu'il ne soit pas obligé de créer pour tout le monde. Au début, les résultats sont plutôt bons, l'équipe commence très bien la saison, mais LeBron James se blesse et rapidement les résultats vont plonger. L'équipe est beaucoup trop dépendante en fait toujours de LeBron James, le manque de shooters sera rédhibitoire, et pas mal de problèmes internes, notamment au sein de la direction et du coaching, font que tout capote. Et l'équipe manquera de nouveau les playoffs. Mais à l'été suivant, 2019, Anthony Davis rejoint les Lakers après un gros trade. Je vous épargne un peu tous les détails et toute la saga, elle a été beaucoup documentée de partout si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus. On a donc deux joueurs qui sont vus par beaucoup de chroniqueurs et spécialistes comme étant 5 à 10 des meilleurs joueurs de la ligue qui sont dans la même équipe, ce qui fait logiquement des Lakers un gros candidat au titre. Sauf qu'à ce moment-là, il y a presque personne dans l'effectif tout autour et donc il faut vraiment construire un jeu, une équipe en un été. C'est à ce moment-là que Frank Vogel est choisi comme coach. Donc le choix est très clair, Frank Vogel est un coach défensif, et donc l'idée sera avant tout de créer une base défensive et de se contenter de se reposer sur les individualités en attaque. Ce qui devrait suffire normalement à pouvoir jouer les premiers rôles dans le cas d'une construction extrêmement rapide comme celle-ci. Et ce qui va être très intéressant, c'est de voir qu'on va à l'opposé de la mouvance actuelle, qui se base énormément sur les chiffres, et donc qui a énormément favorisé le 3 points. On a un effectif qui recrute très peu de shooters à 3 points, très peu de spécialistes du shoot, et qui va recruter beaucoup de grands.
Donc on a finalement qu'un seul vrai shooter vu comme un des grands spécialistes, qui est Danny Green. On se retrouve avec quelques créateurs, on reste dans cet esprit-là de permettre à LeBron James de déléguer la création. Donc Rondo va revenir dans ce but-là. Et après, on met plein de grands, plein de pivots d'intérieur. Donc on a Kyle Kuzma, Marcus Morris, qui sont des 3-4, mais qui sont quand même plutôt des intérieurs. Puis après, Davis, Howard et McGee. Tous ces grands ont quelque chose en commun, c'est que ce sont des grands et des intérieurs, mais très mobiles, athlétiques, verticales. Donc on a quand même, donc ce sont des grands mais pas traditionnels, ce sont pas des pivots lents, c'est des joueurs qui peuvent quand même aller très vite. Donc on a vraiment ces 5 intérieurs là, qui sont 5 joueurs qui savent scorer ou alimenter leur ligne de stats sans trop toucher le ballon. Donc Davis c'est un cas à part, mais pour les 4 autres, soit en catch and shoot ou en sortie d'écran, soit sur des alley-oop ou des actions comme ça. Donc l'idée, ça va vraiment être de jouer systématiquement avec 2 intérieurs, 2 grands. Et c'est là qu'on est vraiment à l'opposé de tout ce qui se fait actuellement. La plupart des équipes tendent à aller vers 1 voire 2 meneurs, et à côté 2 ailiers qui sont plutôt des ailiers shooters reconvertis en 4, et après un pivot. Et de plus en plus, le pivot est d'ailleurs un ailier fort au sens de la définition de l'ailier fort d'il y a encore 10 ans. Anthony Davis, par exemple, maintenant, est vu plutôt comme un pivot. Donc cette équipe va donc pratiquer ce qu'on peut appeler du tall ball en opposition au small ball, avec systématiquement 2 grands intérieurs, LeBron James qui est plutôt grand, et après 2 extérieurs seulement au lieu d'en avoir 3 voire 4. On a donc un 5 avec 2 intérieurs athlétiques, mobiles, et pas de gros extérieurs. En effet, les extérieurs, les guards, sont plutôt des role-players intelligents. Donc on a Caruso, on a Rondo, on a KCP, mais ce sont pas des gros scoreurs réguliers. On n'a pas un Lou Williams, on n'a pas ces joueurs capables de prendre le ballon pour aller scorer de façon régulière. On n'a pas forcément, à part Green, de gros shooters à 3 points. Et on n'a aucun gros défenseur extérieur. On n'a pas un joueur qui a comme rôle de totalement éteindre la superstar en face. Donc la construction paraît un peu bancale, on voit qu'elle a été faite en un été, mais finalement, ça marche plutôt pas mal. Ce qui est intéressant de voir, donc d'abord, c'est que il n'y a pas de défenseurs qui sont des stoppers extérieurs. Ceux qui jouent le plus, donc surtout Caruso, Rondo ou KCP sur ces playoffs, sur les postes d'extérieur, ont pour rôle de défendre sur les meneurs en face, et donc ou les extérieurs, donc sur des Harden, des Lillard, des Jamal Murray, donc vraiment des purs scoreurs qui sont capables de prendre feu à tout moment, que ce soit au shoot ou en attaquant le cercle. Or, les défenseurs des Lakers ne sont pas des joueurs spécialement athlétiques, qui peuvent très facilement être pris en défaut sur leur défense. Rondo n'a plus les jambes qu'il avait il y a encore 7-8 ans. Donc sans extérieur, on peut se demander comment est-ce que cette équipe des Lakers va pouvoir stopper les extérieurs en face. Et cette question est totalement légitime, mais finalement, Frank Vogel a su parfaitement tirer un avantage des qualités de ses joueurs, et créer une défense qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est très bonne, et qui est une défense tout à fait redoutable pour une équipe qui veut jouer le titre. Donc d'abord, on a donc ces extérieurs qui vont défendre sur les meneurs en face, ou les extérieurs en face, sont des joueurs qui se font vite dépasser, mais malgré tout, ils n'ont pas pour ordre de rester en défense beaucoup plus bas. Ils défendent quand même de façon très agressive, très haut sur le porteur de ballon, et n'hésitent pas à les prendre 2-3 mètres derrière la ligne des 3 points. Donc l'idée c'est ici de limiter le nombre de 3 points et de limiter l'équipe en face, que ce soit sur le nombre de 3 points tentés ou sur l'efficacité, quitte à se faire dépasser sur le dribble. Donc le bon point, c'est que en défendant comme ça, les Lakers se retrouvent à être une équipe qui, dans la deuxième moitié sur ces playoffs du nombre de 3 points tentés en face, et ils sont même aussi dans la deuxième moitié du classement pour les équipes au niveau du pourcentage. Donc ce qui en fait une défense tout à fait correcte sur le 3 points. Cependant, on se retrouve donc avec des extérieurs qui sont très souvent dépassés sur le dribble. Or, le gros point fort, le très gros point fort de cette défense, c'est le second rideau des Lakers. Donc cette capacité à mettre un joueur sur la pénétration en intérieur qui va gêner les cercles. Et c'est là tout l'intérêt de ce tall ball avec 2 grands. Donc grâce à la mobilité des pivots, McGee ou Howard, mais aussi de Davis et de LeBron, il y a toujours 2 joueurs qui se retrouvent sur le cercle sous les pénétrations. Et ce sont toujours 2 joueurs qui sont très bons au contre, très verticales.
Donc généralement, on a donc le pivot qui va un peu flotter, mais aussi les 2 joueurs qui défendent sur les joueurs dans les corners, qui arrivent très rapidement à se retrouver dans la raquette, car ils flottent beaucoup et restent assez éloignés des shooters dans le corner. Donc de cette façon, les extérieurs se font beaucoup dépasser et on se retrouve avec une des équipes qui laisse le plus de tirs dans la raquette, et à moins de 2 mètres, la deuxième sur ces playoffs, mais ils ont un excellent pourcentage à cette distance. En effet, seules 3 équipes sur les playoffs défendent mieux à moins de 2 mètres du cercle que les Lakers. De plus, les Lakers sont l'équipe qui contre le plus sur les playoffs, qui mettent le plus de contre. Donc on a vraiment cette idée de créer un piège et d'appâter l'adversaire pour qu'il aille attaquer le cercle et qu'il se fasse contrer ou qu'il se retrouve en fait avec un tir finalement beaucoup plus dur que s'il était à mi-distance. Donc ce second rideau est très bon sur le contre, mais on a aussi des joueurs avec des très bonnes mains, très agiles, très longs aussi, ce qui leur permet de beaucoup bloquer la passe et donc d'empêcher de trouver les joueurs dans le corner. Le premier décalage, finalement, on n'entraîne pas forcément un deuxième. Et c'est là où la défense est vraiment de bonne qualité au sein de ces Lakers. On a donc pas mal d'interceptions, grâce à cette longueur, grâce au fait que les extérieurs peuvent être agressifs, en sachant que derrière, s'ils sont passés, la défense sera quand même bonne, et c'est ce qui permet de réaliser pas mal d'interceptions et de lancer pas mal de contres. En plus, donc, l'avantage de ce tall ball, c'est que une fois le tir manqué, il y a une très forte domination au rebond. Au niveau du nombre de rebonds, les Lakers sont 2e sur ces playoffs et ils sont aussi 2e au rebond offensif, donc ils gagnent dans la grande majorité de leurs matchs leur bataille au rebond, que ce soit face à Houston, mais aussi face à Jokic. Le fait de gagner le rebond, de vraiment sécuriser le rebond, ça leur permet de jouer vite dans les 2 sens après. Soit de jouer très rapidement la contre-attaque, et en étant très bon au rebond offensif, en jouant le rebond défensif, ça empêche les équipes en face de jouer la contre-attaque. Ils sont obligés de prendre plus de temps au rebond, et ce qui laisse donc moins de temps pour attaquer ensuite. Donc à partir de cette défense, évidemment, il y a ensuite la façon d'attaquer qui va être très intéressante, et qui peut poser beaucoup plus de questions au sein de cette équipe. Donc comme je l'expliquais avant, il y a une forte domination au rebond et la possibilité d'être très agressif sur le premier rideau, car le deuxième rideau derrière peut compenser, ce qui peut amener pas mal de points faciles en transition. Donc cette recherche de points faciles, de shoot à très grosse valeur, à très forte réussite, c'est vraiment la logique principale du basketball analytics, basé sur les stats, mais aussi de ce jeu des Lakers. Donc d'abord, c'est un jeu d'individualité très polarisé. Polarisé, c'est-à-dire au sens où ce sont vraiment Davis ou LeBron qui vont beaucoup avoir le ballon en main, qui vont beaucoup prendre la décision et qui vont tirer la majorité des tirs. C'est un jeu très simple, c'est pas forcément du basket champagne, on se limite à des fondamentaux qui sont efficaces, qui ont fait leurs preuves, mais c'est pas non plus exceptionnel à voir collectivement, et donc très en adéquation avec les statistiques. L'objectif, c'est d'aller donc chercher tous ces paniers à très forte valeur, et c'est ce que dit Frank Vogel en interview il y a quelques jours, lorsqu'il dit que le but, c'est d'abord d'aller chercher en premier des lancers francs, en deuxième des dunks ou des lay-ups, et en troisième les 3 points dans le corner, puis ensuite les autres 3 points, et enfin les shoots à mi-distance. Donc l'objectif est donc de se rapprocher au maximum du cercle et d'aller provoquer des fautes pour se mettre dans les meilleures conditions et scorer un maximum. Donc justement, ces transitions, elles sont en 3 phases, c'est-à-dire une forte agressivité soit au rebond, soit à l'interception, qui permet ensuite de faire une remontée de balle rapide faite par plusieurs joueurs. Elles peuvent être faites par LeBron, par Rondo, par Caruso, même par Davis, et du jeu de passe. Donc on a une équipe qui joue énormément de contre-attaque et qui se projette beaucoup vers l'avant dès qu'ils récupèrent le ballon. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les joueurs vont jouer le contre, et que malgré le fait de jouer grand, on a les pivots et les intérieurs qui sont très mobiles et qui sont souvent les premiers sous le cercle en face. Donc ce sont des contre-attaques qui vont être jouées, et le but va être vraiment d'attaquer le cercle, pas forcément en montant tout le ballon en dribblant, mais en quelques passes. On a beaucoup d'actions qui se finissent avec une passe dans l'aile, avec un joueur qui est remonté très vite, et Davis, McGee ou Ward qui est très rapidement en contre-attaque avant tout le monde, et qui reçoit le ballon tout seul sous le cercle pour pouvoir dunker. On a donc une équipe qui est la première de la ligue sur transition, et qui joue la très grande majorité de son jeu sur transition au cercle, quand la majorité des autres équipes jouent la transition avec du shoot à 3 points. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle va beaucoup en opposition aux autres équipes qui ont un jeu assez stéréotypé et basique,
dans le sens où c'est une équipe qui joue très peu de pick and roll, alors que ça devient vraiment le système majoritaire actuel, et très peu d'isolation. Lorsqu'on regarde la répartition des actions, comme je disais, ils sont premiers sur le jeu en transition, et ils sont en même temps derniers sur le jeu d'isolation, sur le nombre de drives du panier et sur le nombre de pick and roll. Donc on a une équipe qui ne va pas forcément, qui va chercher à aller marquer un maximum de paniers dans la raquette en face, là où ils sont premiers sur le nombre de tirs pris dans la raquette, mais pas forcément en attaquant de façon frontale. On n'est pas sur du jeu comme Houston ou comme Portland, qui consistera à attaquer presque tête baissée le cercle et essayer d'en profiter. Ici, on se retrouve beaucoup dans une situation où le ballon est dans les mains de très bons créateurs, LeBron, Rondo, mais aussi beaucoup de moments Caruso ou Davis, et sur une situation statique. Ils reçoivent le ballon dans des spots où ils sont bons, donc Davis généralement à mi-distance à 45 de haut panier, LeBron face au cercle, et ensuite les autres joueurs vont poser des écrans entre eux, faire des coupes simples, direct vers le cercle, ou des backdoors, donc des coupes dans le dos, avec comme objectif d'essayer d'aller chercher un maximum de shoot à moins de 2 mètres du cercle, et si possible un dunk. On a donc seulement LeBron, Davis et de temps en temps Rondo qui vont aller dribbler pour aller vers le cercle, qui vont vraiment driver, et c'est pour ça que c'est la dernière équipe de la ligue là-dedans, c'est qu'aucun autre joueur n'a l'autorisation de le faire, il ne marque uniquement sur des ballons reçus. On a donc énormément d'attaques par les côtés, avec des coupes, et LeBron James qui va donc distribuer, c'est pour ça qu'il est premier passeur de la ligue, sur du alley-oop énormément sur ces coupes-là, mais aussi sur les joueurs qui repartent dans l'autre sens et qui vont obtenir des 3 points. Donc ce qui est marrant, c'est de se dire c'est une équipe qui marque beaucoup sur des passes décisives. En effet, ils sont premiers sur les playoffs au niveau du nombre de passes décisives, mais c'est une équipe qui est totalement dans la moyenne au niveau du nombre de passes. Ça rajoute encore sur cette idée de ce qu'on disait, que c'est une équipe qui joue un jeu très statique, pas forcément champagne ou collectif, mais basé sur des passes, pas sur des exploits individuels. De la même façon, cette équipe est la dernière sur la vitesse moyenne des joueurs, sur le tracking, et sur la distance parcourue par les joueurs. Donc les joueurs sont vraiment à l'arrêt, et il y a seulement 1 ou 2 coupes. On n'est pas sur de la multiplication de coupes comme pouvait le faire Golden State. Et on profite de l'avantage physique ou de la taille d'un Howard, d'un McGee pour avoir des alley-oops en très haute hauteur, de l'excellente qualité de passe de Rondo et de LeBron qui sont 2 des meilleurs joueurs de la ligue, et du talent offensif énorme de Davis qui est un des meilleurs joueurs de la ligue, une fois le ballon en main proche du cercle. En allant se rapprocher du panier comme ça, et en cherchant les joueurs dans leur spot, on va essayer de chercher un maximum de lancers francs, donc en se rapprochant du cercle, en allant chercher vraiment ces situations où l'intérieur a l'avantage physique, a pris la position au moment où il reçoit le ballon, et n'a plus qu'à convertir ou recevoir la faute, ce qui permet encore d'augmenter ce côté valuable en anglais, donc ce côté statistique, d'aller chercher les paniers à forte proportion. Cependant, ce jeu, il se concentre énormément sur la raquette, donc les défenses s'adaptent. Et on se retrouve avec des défenses très centrées sur la raquette, des fois 3-4 joueurs qui vont défendre vraiment serré dans la raquette pour empêcher ces jeux d'écran entre intérieurs de leur permettre de créer de l'espace. Donc, il y a nécessité de beaucoup shooter à 3 points. Et c'est là que cette équipe, sans rajouter, on pourrait presque dire qu'elle vit et meurt par le 3 points. Pour schématiser simplement, lorsqu'ils mettent leurs 3 points, ils arrivent donc à empêcher les équipes en face de vraiment se concentrer dans la raquette et offrent donc ces espaces d'alley-oop, de passe sur des coupes qui leur permettent d'avoir ces paniers faciles. Mais quand les paniers ne rentrent pas, quand ils shootent à moins de 30% à 3 points, on se retrouve donc avec une raquette totalement bouchée, et là c'est tout le jeu qui est bloqué, on est obligé de se limiter aux exploits individuels d'Anthony Davis et de LeBron James. Donc le 3 points est quelque chose de très important, et cette notion de spacing, donc de créer l'espace grâce aux 3 points, est super importante, mais opposée à la philosophie de Miami ou Dallas par exemple, qui voit vraiment le 3 points comme une arme fondamentale. On est plutôt proche de l'esprit de Houston, même si les quantités de 3 points sont pas les mêmes, d'utiliser le spacing pour pouvoir avoir des paniers faciles proches du cercle. Dans le cas de Houston, en dribblant, dans le cas des Lakers, en coupant et sur des passes. Sauf que cette stratégie est très risquée car, comme je le disais avant, il y a très peu de shooters dans cette équipe. KCP sait shooter, LeBron est capable d'en mettre, Rondo est pas mauvais sur ses playoffs, et Green est un peu en deçà de son niveau d'habitude, mais est censé être le seul vrai gros shooter de cette équipe.
Donc quand on voit dans les stats que quand les shoots rentrent, il y a victoire et que sinon c'est beaucoup plus dur. Par exemple, après les 4 matchs face à Denver, les trois premières victoires obtenues ont été obtenues avec des moyennes à plus de 37% au tir à 3 points, quand la défaite, on se retrouvait avec un match à 24% au tir à 3 points. Donc on a vraiment cette logique d'étape de 3 points qui amènent de l'espace, et l'espace créé qui crée un petit avantage qui permet d'obtenir des lancers francs et des tirs en deuxième chance. En éloignant les joueurs du panier, les Lakers peuvent obtenir plus de rebonds sur des tirs manqués, et donc plus de deuxième chance. Or, c'est la meilleure équipe au niveau du nombre de rebonds offensifs prises, et ils se donnent énormément d'occasions en plus. Un exemple simple, dans les matchs face à Denver, on a eu très régulièrement les Lakers qui prenaient plus de 35% des tirs manqués en rebond offensif. Ce qui fait que dans un cas sur 3, on se retrouvait avec une possession de plus pour les Lakers et donc une possession de plus à défendre pour Denver. Ce qui devient très très compliqué quand en face on a des individualités aussi fortes. Donc le 3 points, c'est le seul sujet non constant de cette équipe, qui a su maintenir un niveau défensif, un niveau au rebond, et une capacité d'attaquer le cercle de façon très constante, mais c'est vraiment cette irrégularité aux 3 points qui peut leur causer du tort sur la suite, et qui en fait une équipe qui n'est pas totalement injouable pour le moment. Donc voilà, ces Lakers sont donc une équipe construite différemment, en première impression, avec davantage de grands, très mobiles, et moins de shooters, mais au final le jeu est quand même calqué sur les statistiques avancées, et on se retrouve un peu dans le même esprit que la plupart des autres équipes. Ce que je trouve très intéressant dans cette équipe, c'est de voir LeBron James jouer un système différent d'avant. Maintenant, il a moins ce rôle de joueur au poste, de seul joueur à attaquer le cercle entouré de joueurs extérieurs, et donc il fait beaucoup moins de passes vers l'extérieur, mais beaucoup plus vers l'intérieur, beaucoup plus de alley-oop, et il a davantage ce rôle de meneur de jeu au sens premier du terme. C'est intéressant de le voir évoluer comme ça dans sa carrière, et cette saison est vraiment une sorte de renaissance après les blessures de la saison passée. Bien évidemment, cette équipe a pas mal de défauts, elle a beaucoup de risques, notamment sur ses 3 points, mais au final, le pari pour le moment de cet effectif créé en seulement un été marche plutôt bien. Les Lakers n'ont jamais été aussi près de remporter la bague, même si bien sûr rien n'est fait, il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Ils se sont en tout cas donné les bonnes clés en main, les bons outils pour pouvoir y arriver. Donc voilà, c'est la fin de ce nouveau podcast et de cette nouvelle analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour donner votre avis, à la partager à votre entourage, à tous les gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés par ce type de contenu, et bien sûr à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, bisous. We just talk about practice. We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We're talking about